qui sera développé à partir de la fin du 19e siècle avec André Antoine, et donc c'est tout un champ disciplinaire qui va se créer et qui va permettre au texte théâtral une certaine renaissance. Pourquoi je considère la mise en scène comme, et bien sûr les théories qui se sont développées depuis la naissance de cet art, comme étant un angle d'approche qui est incontournable. Pourquoi je considère cela? Tout simplement parce que, là je m'appuie sur une citation de Pavis, donc pour lui, tout texte porte toujours la trace matérielle d'une pratique scénique. Il porte les marques d'une mise en scène antérieure ou postérieure. Pour dire que sur le plan de sa conception, sur le plan de son architecture, le texte théâtral est perméable à un travail de mise en scène ultérieur. Ne serait-ce que sur le plan, par exemple, des didascalies, sans parler parfois des écrits qui accompagnent des textes. Je fais allusion, par exemple, à toute la tendance des dramaturges du XXe siècle. Certains dramaturges, je cite entre autres Jean Genet, Comment jouer les bandes, comment jouer les nègres. Donc vous avez la pièce et vous avez un texte, un écrit esthétique qui dicte au metteur en scène quel choix esthétique ils doivent opérer, quelle approche ils doivent faire. Donc la théorie de la mise en scène est fondamentale pour faire une lecture qui est exhaustive. Et là je signale deux tendances qui ont marqué donc cet art de la mise en scène. Et ces deux tendances, on peut les repérer lorsqu'on lit. Nous, en tant que lecteurs, bien sûr, on peut repérer des indices de ces deux tendances. Je parle de la tendance naturaliste et de la tendance de la théâtralité affichée. Donc, par la tendance naturaliste, j'entends tout simplement le travail qui essaie de considérer le texte, plutôt la création du texte, comme la représentation de façon générale, comme une copie conforme d'un réel qu'il faut imiter. Et donc se conformer à cette réalité passe pour une priorité. Et donc on est dans cette vision naturaliste. Donc je prends par exemple toute la littérature théâtrale classique, elle était fondée justement sur cette approche naturaliste. Même s'il n'y avait pas de travail de mise en scène au sens vrai du terme, mais donc le travail qui se faisait à cette époque-là par disons le comédien chevronné ou par le responsable de la création du spectacle, c'était toujours le comédien chevronné qui assure une certaine direction d'artiste. Dans cette optique-là, il y avait toujours le souci de transfigurer le réel, de le représenter donc le plus fidèlement possible. Quant à la vision de la théâtralité affichée, automatiquement on est dans cet esprit de concevoir un produit théâtral qui rend avec la représentation mimétique, qui ne conçoit pas donc la représentation comme un fragment arraché à une réalité quelconque, et qui fait du spectacle théâtral un moment de réflexion critique, un moment un prétexte pour passer une vision, une pensée critique. Et là, donc, c'est toute la tendance de Artaud, Brecht, et bien sûr d'autres metteurs en scène, d'autres théoriciens qui se sont succédés, surtout ceux du XXe siècle, qui ont opté pour cette théâtralité affichée. Donc le lecteur, quand il lit le texte, ou le chercheur, quand il approche un texte, il doit se situer par rapport à ces deux tendances et se poser la question quel apport, dans quelle vision le texte a été créé et pour quelle tendance de mise en scène il est fait. Le plus que la mise en scène a aussi, c'est qu'elle a permis, ou plutôt elle a considéré le texte théâtral comme un carrefour de plusieurs visions du monde. Il y a plusieurs sensibilités qui reproduisent le texte théâtral
Vous avez par exemple le metteur en scène, vous avez les comédiens, vous avez les techniciens de son, vous avez les maquilleurs, vous avez ceux qui sont responsables de bruitage. Et donc, toute cette panoplie de sensibilités vont se réunir pour créer un produit unique. C'est pourquoi, dans la définition de la mise en scène comme étant un art autonome, il y a cette vision unificatrice et cette vision d'homogénéisation du travail de chacun, pour avoir donc un travail qui est homogène et qui démontre justement comment il y avait cet esprit donc d'unification et d'harmonie au sein de l'intervention de chacun pour avoir ce produit unique. Donc la mise en scène a justement offert un plus au texte théâtral. Elle a permis justement de rendre ce texte perméable à plusieurs visions du monde, à plusieurs touches de plusieurs créateurs. Et du coup, donc, il faut la prendre en considération. Donc, le lecteur doit tenir compte de l'évolution de la théorie de la mise en scène et des multiples visions qu'elle ajoute au texte théâtral. Et là, on s'inscrit aussi dans une vision d'un visionnaire comme Molière. Molière, pour lui, le texte théâtral admet deux types de lecture. Il y a une bonne et une mauvaise. Pour lui, il y a une bonne lecture et une mauvaise lecture. La bonne, je commence par la mauvaise. La mauvaise, tout simplement, il l'appelle la lecture fictionnelle. C'est une lecture qui consiste à imaginer le texte théâtral, à l'imaginer donc selon sa dimension narrative, peut-être imaginer donc le déroulement de l'histoire, et ça s'arrête là. Mais la bonne lecture, c'est celle qu'il appelle lui la lecture scénique. Et cette lecture, il emprunte les yeux d'un spectateur réel. Donc il faut lire. Et là, je rejoins aussi ce que Anne Hubbersfeld développe, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il faut voir le texte théâtral avec le postulat de départ, je suis au théâtre. Dans la lecture du texte théâtral, donc les deux visions s'entrecroisent. Donc la lecture scénique, telle qu'il a été développée par Molière, et le postulat imposé par Anne Hubbersfeld au lecteur de théâtre, comme quoi il faut avoir cette vision donc de lire, de voir le texte de théâtre avec les yeux d'un spectateur réel. Et donc le travail de lecture serait similaire à un travail de mise en scène virtuelle. Et le lecteur, comme j'ai dit tout à l'heure, il doit emprunter les yeux d'un lecteur, plutôt d'un spectateur réel. Donc, je passerai à un autre élément